Alors, Édouard, nous nous retrouvons pour un nouveau point Ukraine. Ça fait 300 jours que la guerre a été déclarée en Ukraine et les gens se posent toujours la question, est-ce que les Russes gagnent ou perdent? Parce qu'il y a toute une propagande en Occident qui nous dit l'Ukraine gagne, Zelensky est un grand chef de guerre, etc. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Qui gagne aujourd'hui cette guerre? Alors, je pense premièrement que ça fait partie de la stratégie russe qui est de ne pas dévoiler les objectifs véritables. On a eu bien sûr au début des objectifs assez vagues, libérer les territoires du Donbass, bon ça on voit à peu près ce que c'est, dénazifier, bon ça veut dire se débarrasser des éléments les plus radicaux proches du gouvernement kievien, mais ensuite démilitariser. Est-ce que ça veut dire obtenir la neutralité de l'Ukraine? Mais quelle Ukraine? Alors on devine depuis les référendums qu'il y a une partie donc de l'Ukraine qui va être annexée dans l'esprit des Russes s'ils gagnent la guerre, les 4 territoires où ont eu lieu des référendums, mais la semaine dernière, le Kremlin a fait une allusion directe à une possible autodétermination du territoire d'Odessa si la population le souhaitait. Donc, est-ce que ça veut dire que les Russes n'arrêteront pas la guerre tant qu'ils n'auront pas conquis Odessa ? En admettant qu'ils soient victorieux militairement, on voit bien que tous ces objectifs-là ne sont pas vraiment précis, mais ça fait partie de la stratégie. Et je crois qu'il faut se sortir des catégories qui sont ce que j'appellerais rapidement les catégories stratégiques germano-américaines. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'en fait, on s'aperçoit que l'armée américaine s'est beaucoup inspirée de toute la théorie militaire prussienne, et dans cette théorie militaire, la vitesse et la rapidité de la victoire est absolument essentielle. Elle fait partie intégrante de la planification d'origine. Et, la Blitzkrieg, la guerre éclair. Alors, la guerre éclair, le Blitzkrieg étant la caricature de cette vision des choses, mais on peut prendre la façon dont Bismarck et l'état-major prussien avaient planifié la guerre de 1870, effectivement, qui est une guerre qui a duré quelques mois, et l'important était la vitesse d'exécution. Alors, ce qui nous déconcerte beaucoup, c'est que du côté russe, on a au contraire tendance à penser que le temps, on doit en faire un allié. Et c'est ça que les Russes mettent en place depuis le mois de février, ce qui déconcerte énormément les Occidentaux, puisque, on l'avait dit dans une vidéo précédente, les Russes sont entrés à 1 soldat contre 3 en Ukraine, ce qui était absurde d'un point de vue de conquête rapide. Et de fait, il n'y a pas eu de conquête de l'Ukraine. Les Russes ont même fait une feinte de conquête de Kiev et puis ils se sont retirés. On en avait parlé. Et là, on a l'impression que la stratégie russe consiste à s'engager dans la durée. Alors pourquoi? De leur point de vue. Et après, je vais revenir sur la question de savoir s'ils sont malgré tout en difficulté ou pas. Mais de leur point de vue, s'engager dans la durée, c'est en fait attirer l'Ukraine sur des points de fixation. Il y avait eu Mariupol, on s'en souvient, qui a duré de longues semaines. Et aujourd'hui, le point de fixation, c'est Bakhmut, qu'on appelle aussi Artyemovsk, qui est effectivement un lieu très fortifié par l'armée ukrainienne depuis 2014 et qui est un point relativement clé pour le contrôle du Donbass. Or, on s'aperçoit que depuis plusieurs semaines, les combats font rage à cet endroit et d'après des estimations relativement fiables, l'Ukraine perdrait, entre les tués et les blessés, à peu près 500
1500 soldats par jour, ce qui est tout à fait considérable. Depuis le temps que dure cette bataille, on considère qu'il y a 10 000 soldats ukrainiens tués ou blessés qui sont victimes de cette bataille-là précisément. Alors, on voit bien que l'idée, c'est de prendre son temps, d'épuiser l'armée ukrainienne, bien sûr qu'il y a des capacités de mobilisation indéniables, mais la Russie a une population plus nombreuse et n'a effectué qu'une mobilisation partielle. Et puis, l'idée, c'est aussi d'épuiser les stocks de l'OTAN, puisqu'on sait que l'OTAN et les différentes armées, les États-Unis, mais aussi d'autres, livrent régulièrement des munitions et puis des missiles pour se défendre contre les attaques des missiles russes. Or, on entend beaucoup dire ces jours-ci qu'il y a un relatif épuisement des stocks de l'OTAN. On peut se demander dans quelle mesure la Russie ne joue pas cette carte. Une guerre qui dure, c'est une guerre qui met en tension non seulement l'armée ukrainienne, mais aussi l'OTAN. Alors, à partir de là, se pose la question de savoir si malgré tout, pour les Russes, ça n'est pas plus difficile que ce que veulent bien dire les communiqués quotidiens du ministère de la Défense russe. Il est certain que les pertes ukrainiennes à Bakhmout, pour reprendre cet exemple, les pertes ukrainiennes sont très élevées, les pertes russes ne sont pas négligeables, elles sont de 1 pour 5. Il y a à peu près un soldat mis hors de combat du côté russe pour 5 soldats du côté ukrainien. D'où viennent ces chiffres ? Alors ces chiffres viennent de recoupements qu'on peut faire, mais essentiellement aujourd'hui les sources ukrainiennes nous trahissent beaucoup. Malgré la volonté de camoufler en partie, sauf que les Ukrainiens sont relativement ambigus puisqu'ils ont intérêt à majorer, à présenter des pertes élevées pour majorer le soutien occidental. En même temps, le fait d'avouer qu'ils ont des pertes élevées, ça n'est pas en leur faveur. Mais on a un certain nombre de témoignages aussi de médecins qui sont volontaires, des médecins occidentaux, qui se sont rendus dans la région, dans la zone de combat, et qui ont fait état de l'afflux quotidien de blessés et des difficultés qu'il y a pour traiter le nombre de blessés qui affluent. Or, on sait que en général, il y a 3 blessés pour un tué. Dans le cas ukrainien, d'ailleurs, on est sur des proportions un peu modifiées, c'est plutôt 1,5 pour 1, si j'ose dire, parce que justement, il y a un gros problème de prise en charge des blessés. La logistique n'arrive pas à suffire. Les combats d'artillerie font rage, et en particulier, ce sont ces combats d'artillerie qui causent les plus lourdes pertes du côté ukrainien, comme du côté russe d'ailleurs, puisque ce sont essentiellement des batailles d'artillerie. Alors, la Russie, malgré tout, semble-t-il, l'armée russe grignote du terrain, et en particulier... Non, l'armée russe ou l'armée ukrainienne ? L'armée russe. C'est-à-dire que l'armée russe avance progressivement. Avance progressivement. Pour donner un exemple, il y avait eu ce qui avait caractérisé la phase de septembre à novembre, ça a été le retrait de l'armée russe de territoires qu'elle considérait ne pas pouvoir tenir. Les territoires du nord, autour de Kharkov, histoire de Kherson. Et puis la fameuse histoire de Kherson. Alors, à Kherson, la ligne de front est stabilisée le long du Dniepr, donc là, il ne se passe rien. Donc il n'y a pas eu de percée ukrainienne. Il n'y a pas eu de percée ukrainienne, et alors, n'oublions pas que nous parlons de semaines où il a d'abord beaucoup plu. Et puis, depuis, il y a d'énormes brouillards, ce qui fait que même pour les batailles d'artillerie, c'est difficile. Et par ailleurs, la stratégie russe a consisté d'une part à se concentrer sur le Donbass, la reprise lente des territoires à l'ouest de Donetsk d'une part, et puis plus au nord, ce dont nous parlions, à savoir Artyemovsk. Et puis, pour donner un autre exemple de grignotage, effectivement, on peut considérer que un tiers des territoires qui avaient été perdus dans la région de Kharkov et Liman ont déjà été repris par les Russes.
Donc effectivement, on revient à ce qu'on disait à l'origine, c'est-à-dire... Ce sont des petites bandes de territoire. Ce sont des petites bandes de territoire. Pas des grandes étendues. Ce ne sont pas des grandes étendues, mais on a... en fait, ça ressemble plus à la guerre de 14 qu'à la Deuxième Guerre mondiale. On voudrait qu'il y ait du blitzkrieg, qu'il y ait des percées, des blindés. En fait, depuis 2014, l'armée ukrainienne a creusé des réseaux de tranchées et a établi des fortifications tout le long de cette ligne de front. Et effectivement, pour l'armée russe, il s'agit de s'emparer de tranchées les unes après les autres. En perdant, alors là c'est la différence avec les deux guerres mondiales, en perdant le moins d'hommes possible, puisque l'homme est devenu rare, le soldat russe est devenu rare et il est préservé par le commandement. Il se pose à partir de là une question, c'est est-ce qu'on va assister à ça pendant des semaines et des semaines, des mois et des mois, avec vraisemblablement un avantage progressif à la Russie qui mettra de plus en plus des soldats mobilisés et qui, d'autre part, détruisant les infrastructures électriques et toute la logistique, les voies de chemin de fer, rendra de plus en plus difficile à tenir le combat pour l'armée ukrainienne. Et à ce moment-là, on est parti sur des mois. C'est peut-être une carte que joue la Russie, ou bien y a-t-il, comme le dit la rumeur, un projet d'offensive plus importante et qui serait déclenché sans doute au début de l'année prochaine. Si on est honnête comme observateur, on est incapable de répondre puisque précisément on y revient, le fait de masquer les objectifs fait partie de la stratégie russe. Concrètement, on a tous bien noté, je crois qu'il y a les opérations militaires à proprement parler sur le terrain, mais en réalité ce conflit se place surtout ailleurs, sur le terrain des sanctions, puis de la recomposition économique qui découle des sanctions. Aujourd'hui, où en est la Russie dans ses relations avec la Chine et avec ces fameux BRICS qu'on nous a présentés comme l'alternative à l'alliance ou à la lutte contre l'Occident? Alors, effectivement, la conséquence des sanctions des États-Unis et de l'Union européenne vis-à-vis de la Russie amène cette dernière à finir un retournement vers l'Asie centrale et vers l'Extrême-Orient qui avait commencé en 2014 après la première vague de sanctions. On a vu effectivement deux séries d'accords avec la Chine d'abord, avec en particulier une partie du gaz qui ne sera pas vendu aux Européens ira vers la Chine. On a d'autre part des accords économiques qui ne cessent de se renforcer avec l'Inde. Et ça, c'est peut-être le plus inattendu pour les Occidentaux, puisqu'il faut se rappeler qu'au printemps, il y a eu une bonne dizaine de délégations américaines ou britanniques qui se sont rendues en Inde en demandant à l'Inde d'adhérer aux sanctions, en tout cas de ne rien faire pour aider la Russie. Or, Vladimir Poutine et Modi, le président indien, se sont entretenus vendredi dernier pour renforcer au contraire les relations économiques. On s'aperçoit qu'il va y avoir un renforcement des relations économiques pour l'achat de pétrole russe par l'Inde, qui bien sûr l'obtient à un prix bon marché, mais qui ensuite est en mesure de le revendre très cher, par exemple, à l'Union européenne. C'est ce qu'ils font? Est-ce que ils ont commencé, bien sûr. Hein, il ne faut pas se faire d'illusions. Une partie du pétrole que nous achetions auparavant russe, nous l'avons acheté à l'Inde ces derniers mois et à un prix bien plus élevé que ce que nous aurions payé aux Russes, parce que les Indiens auraient tort de se priver. On a simplement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'idée aussi que l'Inde, la Chine et peut-être d'autres pays doivent prendre la place des entreprises européennes ou américaines qui se retirent de Russie. Alors en fait,
si on fouille, mais ça, moi j'en suis qu'au début de l'investigation, on s'aperçoit que les entreprises américaines se retirent beaucoup moins de Russie que les entreprises européennes. Les Européens prennent au sérieux les sanctions, les Américains jouent avec la lettre des sanctions et ils en tireront avantage. On a une autre série de relations qui s'établissent et qui sont moins spectaculaires, mais malgré tout qui veulent dire que la Russie progressivement essaye d'effacer l'impact des sanctions européennes. C'est le renforcement des relations avec la Turquie, avec l'Iran. Il ne faut pas oublier que l'Iran est un pays qui, en plus, peut apprendre à la Russie comment vivre avec des sanctions, puisque eux, ça fait une quarantaine d'années qu'ils ont appris à se débrouiller. Et sans doute, ce qu'il y a de plus étonnant est ce qui est en train de se passer dans le triangle Arabie Saoudite, Russie, Chine. Le président Xi Jinping a fait récemment une visite d'État très remarquée en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite commence à s'intéresser de plus en plus aux technologies vertes et un certain nombre d'innovations pour l'ère de l'après-pétrole et voudrait s'approvisionner en Chine. Mais d'autre part, l'Arabie Saoudite envisage de faire une partie de ses transactions pétrolières en yuan. Et enfin, l'Arabie Saoudite souhaite avoir des relations économiques étroites avec la Russie et l'une des caractéristiques principales de l'accord qui est en train d'émerger, formel ou informel, c'est que la Russie et l'Arabie Saoudite sont d'accord sur la détermination des cours du pétrole au sein de l'OPEP ou de l'OPEP+. Donc, on voit que non seulement l'Union européenne, mais les États-Unis sont confrontés à quelque chose qu'ils n'avaient pas attendu, qui est là ce qu'on appellera, pas forcément le terme, mais la résilience de la Russie. Alors bien sûr, il y a des chutes de production, l'industrie automobile, mais la Chine va prendre la place. Il y a d'autres domaines où, dans les technologies de pointe, où le gouvernement russe essaye de faire en sorte qu'il y ait une substitution d'industrie nationale aux industries étrangères, en particulier américaines ou européennes, qui avaient investi en Russie. Globalement, la récession russe qu'on avait anticipé comme pouvant aller jusqu'à 20-25%, sera vraisemblablement plutôt de 5-6% pour l'année 2022, ce qui finalement anéantit l'espoir que Américains et Union européenne avaient placé dans l'effet des sanctions pour dissuader la Russie de mener une guerre longue en Ukraine et d'une manière générale de mettre en cause l'ordre de sécurité qui était en train de s'établir en Europe avec une extension permanente de l'OTAN. Je pense que c'est le principal résultat de l'année 2022. Pour revenir sur tout ce qu'on disait sur les opérations militaires et les mettre en regard des opérations géopolitiques, on peut dire que la Russie n'a pas eu de gains spectaculaires du point de vue militaire par rapport à ce qu'on attendait. On voyait l'armée russe s'établir à Kiev, renverser le gouvernement, c'est ce que certains avaient dit. Alors de ce point de vue-là, on peut être déçu. Certains diront c'est une défaite, mais les uns et les autres connaissent-ils vraiment le plan d'origine? Je crois que personne ne le connaît, il n'y a que les Russes qui le connaissent. Mais deuxièmement, si on regarde, finalement, la Russie est en mesure actuellement de contrôler un peu moins de 20% du territoire de l'Ukraine dans ses frontières de 1991. Elle finira peut-être à 25% à la fin de la guerre, dans un objectif minimaliste, d'une part, et d'autre part, la Russie se sera en partie affranchie d'un certain nombre de dépendances économiques qu'elle avait vis-à-vis de l'Union européenne ou des États-Unis. Donc le bilan est sans doute plus positif que certains veulent bien le dire, même s'il est moins spectaculaire. Mais encore une fois, la Russie joue dans le temps long. Et je crois que c'est la principale différence avec les États-Unis ou l'Union européenne, en particulier l'Allemagne, qui ont toujours eu le sentiment qu'on ne gagnait que quand on luttait contre le temps. Et les Russes font du temps leur allié,
Même Lénine avait dit il faut troquer de l'espace contre le temps. En cela, il était plus russe que communiste. Dernière question. Est-ce que tu penses que la guerre peut se terminer en 2023 ? Alors, comme toujours, je reprends la formule bien précise, l'anticipation est très difficile, surtout quand il s'agit de l'avenir, mais je vais me risquer une anticipation. Moi, je suis convaincu que la guerre s'arrêtera en 2023, pour deux raisons. La première, c'est le fait que je ne pense pas que l'armée et la société ukrainienne puissent tenir à ce rythme d'attrition au-delà de quelques mois. Objectivement, et encore une fois, je pense qu'on le dit souvent au Courrier des stratèges, mais la guerre ne doit pas nous détourner de penser aux premières victimes de cette guerre qui sont la société ukrainienne. Une société ukrainienne très éprouvée par l'histoire du XXe siècle, très marquée par les 20 ou 30 dernières années, et qui là en plus se retrouve dans les conditions hivernales, avec souvent sans électricité, voire sans eau, avec des familles déchirées par l'immigration. Donc les tensions sont extrêmement fortes, et ça je crois qu'il faut l'avoir en tête, et le rythme de perte de l'armée ukrainienne, auquel on faisait allusion tout à l'heure, est, je pense, insoutenable sur le long terme, malgré la poigne de fer du régime de Zelensky. Je crois qu'il faut sortir de l'image bisounours qu'on a du régime de Zelensky. Je ne cherche pas à le juger, parce qu'après tout, il est chef de guerre et son but est de gagner. Quand on mène la guerre, c'est pour la gagner, mais ça se fait avec une coercition maximale. On a parlé de coercition pour la mobilisation russe, il faudrait en parler du côté ukrainien, et elle est sans doute beaucoup plus forte du côté ukrainien. Deuxième facteur, je pense que l'effet boomerang des sanctions sur l'Union européenne va forcément ébranler ce front apparemment uni. La récession allemande, il faut avoir un chiffre en tête, l'Allemagne a dépensé depuis le 24 février 1,5 milliard d'euros par jour pour éviter la catastrophe énergétique. 1,5 milliard d'euros par jour. C'est-à-dire que, en fait, l'industrie allemande est au bord de la rupture dans un certain nombre de secteurs, à commencer par l'industrie chimique. Les PME et les ETI sont en grande difficulté quand elles n'ont pas fait faillite. Et l'approvisionnement en gaz, malgré tout ce qu'on dit, a chuté de 25%. Donc il faut avoir ces chiffres-là en tête. Et c'est l'Allemagne. Donc on imagine d'autres pays plus vulnérables. Et même aux États-Unis, est-ce qu'il n'y aura pas un moment l'idée que le pragmatisme doit l'emporter? Donc pour ces deux raisons, point de rupture atteint par la société et l'armée ukrainienne, et d'autre part effet boomerang des sanctions sur les États-Unis et surtout sur l'Union européenne, je pense qu'il y a un moment où on ira vers la négociation. Et ça sera en 2023.